Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous allons parler de télépathie en compagnie de Bertrand Méheux, qui nous attend au téléphone, grâce au livre de Guy Lyon-Playfair, qui a publié un livre, Les Jumeaux et le mystère de la télépathie, aux éditions Interéditions INRES. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Bertrand Méheux, merci de participer à cette émission. Bonjour, merci d'être sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors vous êtes docteur en sociologie, conférencier. Vous avez suivi les travaux de Guy Lyon-Playfair, qui a publié un livre, Les Jumeaux et le mystère de la télépathie, aux éditions Interéditions INRES. C'est bien ça? Oui. Qui est Guy Lyon-Playfair? Alors c'est Lyon Playfair, c'est un anglais. Oui, avec l'accent. Guy Lyon Playfair. D'accord. Écoutez, je vais vous raconter comment je l'ai rencontré pour la première fois, pour vous dire un peu le type de chercheur à qui nous avons affaire. Donc en 2003, j'ai fait paraître un livre sur un voyant exceptionnel du 19e siècle, un voyant prodigieux, donc qui était paru aux éditions du Seuil. Ce voyant s'appelait Alexis Didier. Et il avait des résultats tout à fait stupéfiants. Il produisait des voyances, des visions à distance, notamment, et extrêmement précises, très détaillées, qui permettaient d'homologuer les résultats sans l'ombre d'un doute. Et donc, dans une de ces descriptions, dans un récit que j'ai trouvé donc dans les chroniques sur Alexis Didier, il y a le récit d'un révérend père anglais. C'est un prêtre anglican qui était un spécialiste de l'étude du mesmérisme à l'époque. Et il arrive à l'improviste chez Alexis Didier, qui ne le connaissait pas, et il lui parle en français. Alexis il demande de parler pas l'anglais. Et il lui demande de décrire sa propriété quelque part. Il lui dit pas où. Et en fait, il se trouve qu'il avait une propriété au bord du lac Léman. C'est un homme de l'aristocratie très riche. Et donc, Alexis Didier lui décrit la maison, les pièces, les bibelots, et puis à un moment donné, des tableaux. Il décrit précisément les tableaux, et il décrit le détail des tableaux, il donne le nom du peintre, enfin, etc. Et c'est tellement précis qu'il n'y a plus qu'une seule hypothèse, si vous voulez, ça serait que le prêtre anglican était un comparse caché d'Alexis Didier. Mais pourquoi? Et donc, bref, ça paraissait presque trop beau pour être vrai. Et un jour, j'ai reçu, pour en revenir avec Lyon Playfair, je reçois une lettre avec des photos. Et c'était les photos des tableaux qui sont décrits dans le texte donc que j'ai cité sur Alexis. Et en fait, il avait réussi à retrouver la collection privée du prêtre anglican. Il avait réussi à retrouver le musée où il se trouvait à Londres. Il avait réussi à photographier les tableaux qu'on avait théoriquement pas le droit de photographier. Et il m'envoyait le tout. Vous voyez, alors je racontais cette anecdote parce que c'est pour vous montrer le type d'exigence factuelle que ce chercheur atteint. Alors, si vous voulez, Lyon Playfair, c'est un spécialiste de l'enquête. Vous voyez? Oui. Il fait partie de ces chercheurs un peu à l'ancienne mode qui, au lieu d'étudier des phénomènes assez pauvres, disons quantitatifs dans les laboratoires, comme font aujourd'hui les parapsychologues, préfèrent étudier des sujets qui produisent des phénomènes extraordinaires. Et donc, il les suit, il se débrouille pour vérifier, tout en les laissant
libres de produire les phénomènes qu'ils veulent dans leur cadre habituel, etc., etc. Vous voyez. Et notamment, Guy Lyon Playfair est un ami de Geller, qu'il connaît depuis qu'il est arrivé en Angleterre dans les années 70. Uri Geller, c'est ça? Voilà. Ouais, okay. Et on lui doit probablement, certainement même la meilleure étude sur Uri Geller. Un livre que je vous recommande. Ça a été publié en France chez Pygmalion il y a, je crois, une vingtaine d'années. Je ne sais pas si le livre est encore disponible. Et donc, quand on sort de ce livre, on est très troublé parce que ce qu'on nous répète habituellement, c'est que Geller est un escroc, un prestidigitateur. Ah oui, c'est vrai. C'est ce que vous avez entendu. Bon, bien ça n'a sûr. rien à voir avec la réalité. Ça, c'est la version des médias, si je me permets. Tout à fait. Bon, et donc, en réalité, il n'y a guère de doute que Geller, premièrement, est convaincu lui-même des phénomènes qu'il produit, et s'il a arrêté de faire des démonstrations, c'est parce qu'au bout d'un moment, il a compris que ça servait à rien. Bah oui. L'histoire de Geller, telle que la raconte Playfair, est très intéressante. Il a été remarqué au moment de la guerre des 6 jours dans l'armée israélienne pour ses dons. Mais d'abord, il s'est fait connaître comme voyant, et non pas comme tordeur de cuillère. Non, on l'a toujours présenté justement comme tordeur de cuillère. Ah oui, ça c'est venu plus tard. Mais enfin, si vous voulez, c'est une sorte de thaumaturge capable de diverses facettes. C'est un cas tout à fait extraordinaire. Et donc, il a d'abord été connu pour ses dons de voyance. Pendant la guerre des 6 jours, il y a eu des événements qui sont remontés jusqu'au général Moshe Dayan. Moshe Dayan était tellement intrigué qu'il a fait venir Geller chez lui et qu'il l'a soumis personnellement à des tests. Il a mis, par exemple, il a caché un billet, il avait une immense bibliothèque, et dans un livre parmi des milliers d'autres, il a caché un billet, un petit mot. Et il a demandé à Geller de lui désigner le livre, et Geller ne s'est pas trompé. Ensuite, il a réussi à déchiffrer en partie ce qui a été écrit dans le billet. C'était le genre de choses que savait faire Alexis Didier, vous voyez. Oui. Donc, ensuite, convaincu, Moshe Dayan l'a fait étudier par les services de l'armée israélienne, qui également ont acquis la conviction que c'était réel. Et ensuite, il est allé aux États-Unis, où il a été étudié par les chercheurs du Stanford Research Institute, le RSRI, le fameux RSI. Stanford Research Institute. Et donc là, ils l'ont isolé, et il a subi des expériences pendant des mois, et il est ressorti d'une façon très claire qu'il produit bien les phénomènes qu'on dit qu'il produit. Donc, en fait, il est revenu en Europe, c'est là qu'il a rencontré Playfair. Parce que comme il a vu que ça ne servait à rien, que de toute façon on continuait de le traiter de prestidigitateur, il a dit, puisque c'est comme ça, je vais faire de l'argent avec le music hall. Ah oui, d'accord. Et donc, néanmoins, il a son passé, et il est sincère quand il a fait produire ces phénomènes. Alors, je peux dire, Playfair, qui fréquente de près Geller, a vu lui-même se produire des phénomènes dans son environnement. Alors justement, pour expliquer ce qu'est la télépathie pour les auditeurs non avertis. D'abord, pour commencer, le mot est récent. Télépathie, littéralement, ça signifie la transmission à distance d'un sentiment. Patain, ressentir en grec, télé à distance. Voilà. Le mot a été forgé par un chercheur anglais qui fait partie de la tradition dans laquelle s'inscrit précisément Playfair. C'est Myers, qui est un des fondateurs de la recherche psychique. Donc ça a eu un immense succès, ce mot, à la fin du 19e. Mais bien entendu, le type d'expérience tel le type d'expérience qu'on retrouve dans la télépathie est connu depuis l'Antiquité. Oui, bien sûr. Comme tous les phénomènes d'ailleurs. Comme tous ces phénomènes. Sauf que nous les nommons autrement, nous les découpons autrement. Puisque ce type de découpage que nous pratiquons aujourd'hui suppose un certain nombre de concepts que les anciens n'avaient pas, parce qu'ils utilisaient d'autres termes, références religieuses, essentiellement. Donc, si vous voulez que je vous décrive ce que c'est que la télépathie, il faut le distinguer des autres fonctions paranormales qui concernent l'esprit. Excusez-moi, c'est un peu technique, mais... Si vous inquiétez pas, on a l'habitude ici. Bon. Alors, les chercheurs, les parapsychologues, emploient un terme qu'ils appellent le psy.
Le psi, c'est un terme abstrait qui est une lettre de l'alphabet grec. Ils ont préféré utiliser ce terme à partir, disons, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un chercheur américain qui a proposé ce terme, parce que ça évite les connotations comme religieuses, oui, bien sûr, etc. Et ça présente l'avantage que personne n'y projette quoi que ce soit. Quoique, c'est peut-être pas complètement sûr aujourd'hui, parce qu'on confond avec les psys de la psychanalyse. C'est assez curieux. Mais enfin, à l'époque où ça a été proposé, il n'y avait pas cette rivalité entre la parapsychologie et la psychanalyse. Donc, le psy n'évoquait rien à l'époque, si vous voulez. Et donc, il y a deux sortes de psy. Le psy qui affecte les objets matériels, extérieurs, ce qu'on appelle le psy projectif. Hein, et le psy intellectuel, ce sont les facultés de connaître. Alors, à l'intérieur des facultés de connaître, il y a trois concepts centraux. Il y a la télépathie, la clairvoyance et la précognition. Ouais. Donc la télépathie, ça serait la capacité de lire dans l'esprit d'autrui de manière directe, sans passer par un relais, si vous voulez, esprit à esprit. Alors ça implique d'abord essentiellement, comme le dit le nom, un ressenti, des phénomènes d'émotion, des phénomènes moteurs, etc., etc. Mais ça peut aussi passer par des représentations qui peuvent aboutir à la description exacte d'un objet. Des expériences ont été faites qui ont montré tous ces mécanismes. Ensuite, vous avez la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, ça serait la connaissance d'un objet à distance sans passer par le relais d'un esprit. Oui, d'accord. Pour prendre un exemple très simple, il y a le fameux cas de Swedenborg, vous savez, ce grand mystique et savant suédois, que Kant a critiqué parce que il était censé avoir commerce avec les esprits, du moins avec le monde des esprits. Kant, évidemment, jugeant que c'était impossible. Et donc Swedenborg est célèbre pour avoir vu à distance l'incendie qui a ravagé une partie de Stockholm. Il était à une réception chez des amis et il a été pris d'un malaise, il est sorti, on lui a demandé ce qu'il avait et il a dit: je vois brûler Stockholm et je vois le feu se rapprocher de ma maison. Bien. Eh bien, ça a été quelques jours après, on a appris qu'effectivement, ce jour-là, Stockholm brûlait. C'était une époque où il n'y avait pas le téléphone portable. Ah oui. Ça a été enregistré immédiatement. Il y a des gens qui sont allés témoigner à la police, en donnant le jour, l'heure, en donnant les descriptions précises. Donc, il n'y a pas de doute. Alors, pour distinguer la télépathie et la clairvoyance, eh bien, ici, c'est impossible. Parce qu'on ne sait pas s'il a vu la ville brûler ou s'il a vu dans l'esprit des gens voyant la ville brûler. Ah oui, il y a une petite différence. Vous comprenez ? Tout à fait. Donc, pour arriver à distinguer la télépathie de la clairvoyance, il faut des protocoles absolument diaboliques. Et quant au final, on n'est jamais sûr d'y parvenir totalement. Il y a une sorte d'indécidabilité finale. Néanmoins, on s'y efforce parce que ce sont quand même des directions de l'esprit différentes, vous voyez. Quand vous entendez des voix, il y a beaucoup de personnes qui témoignent d'avoir entendu des voix. Moi, je peux dire que j'en ai entendu 2 ou 3, et aussi fortes qu'une voix physique, là, comme on se parle en ce moment. C'est de la télépathie, ça? Alors, ça peut être purement hallucinatoire. On peut très bien entendre des voix sans que personne ne communique avec vous, ou du moins ce soit totalement improbable. Mais ça peut être aussi... un événement télépathique. Ouais. C'est le contexte qui permettra de le décider. Je vous donne un exemple. On ne comprend ces choses-là qu'avec des exemples. C'est un très beau cas qui a été, disons, il est évoqué incidemment au début d'une émission, c'était l'année dernière, dans cette émission, vous savez, Faites entrer l'accusé. Ah oui, sur France Télévisions, France 2. En général, ce sont des récits d'énigmes policières. Bon. Ouais. Il m'arrive de suivre cette émission parce que je suis très intéressé de voir comment justement procèdent les policiers, sur quels indices ils travaillent, etc. Et au début de l'histoire que je vais vous raconter, il y a tout simplement, c'est une jeune femme qui part à l'anniversaire d'une amie, elle est toute joyeuse, on passe la chercher, elle monte dans la voiture, et au bout d'un moment dans la voiture, elle est prise d'une tristesse infinie, sans raison.
elle se met à pleurer, sans raison. Et d'un seul coup, il y a une voix qui lui traverse la tête, papa est mort. Ouais. Bon. Elle a réussi d'appeler son père parce qu'elle est anxieuse, elle ne peut pas parce que c'est toujours occupé, ce qui augmente son angoisse. Elle dort pas de la nuit. Le matin, elle est avertie par la gendarmerie que son père a été assassiné par un cambrioleur pendant la nuit. Mhm. Alors là, eh bien, je vous répondrai à votre question. Dans ce cas précis, on peut dire que les voix, c'était télépathique. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous parlons de télépathie en compagnie de Bertrand Méheux. Grâce au livre de Guy Pléfer, il a publié un livre, Les Jumeaux et le mystère de la télépathie aux éditions Interéditions INRES. Alors ce qui est très curieux, souvent, ces voix arrivent où on les capte à certains moments charnières. Il y a des événements qui font que moi, quand j'ai entendu cette voix, j'arrivais dans un carrefour où plus rien n'allait, où il fallait que je prenne une autre direction. Et j'avais l'impression que cette voix m'interpellait. Alors, il y a, si vous voulez, il y a deux niveaux à ça. Vous savez, il y a souvent ce qu'on appelle les grands rêves, ce que Jung appelait les grands rêves. C'est-à-dire des rêves qui ont une portée symbolique, existentielle, très très frappante, vous voyez, qui se distinguent des rêves banaux, qui ne sont que juste une sorte d'écho de nos préoccupations quotidiennes, vous voyez. Et alors, souvent dans ces rêves-là, il y a un moment donné, il y a une sorte de voix qui fait comme c'est un peu comme la morale de la fable dans les fables de La Fontaine, vous voyez. Tel est pris qui croyait prendre, ou bien, vous voyez. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de conscience qui survole la scène, qui faisait un peu le bilan de l'histoire. Et donc il y a souvent dans les rêves des voix comme ça qui nous interpellent. C'est quand on est travaillé par quelque chose, des décisions à prendre, vous voyez. Alors là, c'était pas dans le rêve, hein. J'étais complètement réveillé, moi, personnellement. Mais alors, donc, pour en venir à la distinction que je veux faire, ça peut être une sorte de bilan personnel que la conscience du rêve nous renvoie, hein. En ce sens que la conscience du rêve serait une sorte de conscience qui surplomberait notre conscience habituelle, parfois, qui serait capable de dire sur nous ce que nous ne pouvons pas voir d'habitude. Oui, finalement, vous parlez un peu du subconscient. Oui, c'est ça. Au sens où l'entendait particulièrement Jung. C'est-à-dire, non pas un magma de pulsion, etc., ça c'est la vision de Freud, mais une sorte de conscience surplombante. Mais pour en venir toujours au problème qui nous préoccupe, parfois, effectivement, dans certains cas qu'on peut objectiver, comme celui que je viens de vous raconter là, avec l'histoire de la jeune femme dont le père a été assassiné, on peut dire que oui, effectivement, cette voix est un message télépathique. C'est uniquement le contexte qui permet de l'établir. Alors dans ce livre, il est question de télépathie entre jumeaux, mais on sait que la télépathie existe entre individus qui n'ont pas de lien de parenté. Quelle est la différence qu'il y a entre la télépathie normale et la télépathie qu'il pourrait y avoir entre deux jumeaux? Si vous voulez, il faut d'abord prendre le problème à la racine. Il y a, déjà pour commencer, dans la littérature universelle, tout un tas de mythes liés aux jumeaux. Il y a toute une littérature sur les jumeaux, vous voyez. On a perçu depuis des temps immémoriaux qu'il y avait quelque chose de particulier dans la psychologie des jumeaux. Donc, il y a plein de récits qui racontent que les jumeaux semblent en contact, le jumeau avec son frère ou sa sœur jumelle est en contact d'une façon plus fréquente et connaît des choses qu'il ne devrait pas pouvoir connaître de l'autre, vous voyez. Ouais, tout à fait. Alors, ça c'est dans les mythes, c'est dans la littérature, c'est dans les récits mystiques, bien. Et puis lorsque les sciences psychiques naissent avec le mesmérisme et puis
avec les Anglais à la fin du 19e, eh bien, il y a ce constat que on observe plus souvent des phénomènes télépathiques chez les jumeaux que chez le commun des mortels. Voilà. Alors, en fait, c'est une question sur laquelle circule beaucoup de bruit, de rumeurs, de phénomènes plus ou moins bien établis. Et l'intérêt de Playfair, c'est qu'il a décidé de tirer la chose au clair. Donc il a rassemblé la littérature disponible sur ces questions et il l'a étudiée méthodiquement. Et donc il est arrivé à la conclusion qu'il y a bien un lien spécifique télépathique chez les jumeaux, mais ça n'est pas dans tous les cas, c'est plus compliqué que ça. Ça concerne une partie des jumeaux, ce qu'on appelle les jumeaux vrais, vous savez, les jumeaux homozygotes. Oui, tout à fait. Et dans certaines conditions bien spécifiques. Mais en gros, donc ça concerne à peu près 30% des jumeaux. C'est comme s'il y avait une sorte de lien... de proximité. Oui, voilà, comment dire... C'est comme si les jumeaux restaient liés, une sorte de non-séparabilité à travers le temps et l'espace des jumeaux, qui fait que les événements qui se passent dans l'esprit de l'un se répercuteraient dans l'esprit de l'autre, avec une fréquence, une intensité qu'on ne trouve pas la plupart du temps dans les contacts télépathiques, les non-jumeaux. Oui, voilà. Alors nous avons reçu à ce micro des chercheurs en sciences quantiques. Nous avons reçu Jacqueline Bousquet à plusieurs reprises, chercheuse au CNRS qui a repris les travaux d'Émile Pinel sur les champs informationnels et la conscience délocalisée. Est-ce que ça peut, selon vous, expliquer la télépathie ? Alors là, on entre dans un immense sujet, c'est l'utilisation de la physique quantique pour expliquer les phénomènes paranormaux. Alors effectivement, si vous prenez ça, au moins, en gros, la non-séparabilité quantique, ça évoque quelque chose, si vous voulez, pour le parapsychologue. Deux particules restent reliées quoi qu'il arrive. Bon, ça c'est un phénomène de la physique quantique qui a été bien objectivé, etc., qui d'ailleurs reste extrêmement mystérieux. Alors, il y a pas mal de gens qui voudraient trouver une théorie, proposer une théorie à partir de la physique quantique pour expliquer les phénomènes paranormaux, ou du moins ce type de phénomène paranormal. Moi, je suis extrêmement prudent avec ça. D'abord, je ne suis pas compétent. Je ne peux pas parler de physique quantique sans en dire de bêtises. C'est un domaine extraordinairement technique, vous voyez. Ce que je crois savoir, c'est que ce qu'on peut dire, c'est que la physique quantique permet de dire qu'il existe dans l'univers des phénomènes qui sont proches de ceux que nous étudions en parapsychologie. Voilà, c'est-à-dire que dans l'univers de la physique quantique, deux particules peuvent rester reliées, mais ça, si vous voulez, c'est au niveau des particules. Oui, bien sûr. Alors, on est obligé de supposer que les phénomènes qui se passent au niveau quantique, on les retrouve au niveau macroscopique, au niveau où nous se déroule notre existence. Donc, ça suppose une sorte de saut. Alors, je sais qu'il y a des physiciens qui s'emballent pour ce rapprochement, d'autres qui sont scandalisés quand on le fait. Je dis personnellement, je ne me sens pas compétent pour m'en mêler. On peut se poser la question, d'où vient l'information ? Voilà, alors, je vous dis, ça, on doit se la poser même, hein, et on est obligé d'admettre qu'il existe dans l'univers, si vous voulez, des phénomènes du même ordre que ceux qu'on observe en parapsychologie, dans certains niveaux de l'univers, vous voyez. Parce que si on prend la physique du 19e, par exemple, pour simplifier, où on avait l'idée d'un objet ponctuel, vous voyez, toute chose que la physique quantique a réduit montre que c'est à un certain niveau de notre perception que ça existe. Un objet ponctuel, une bille. Au 19e, il n'existait rien dans l'univers connu avec lequel on puisse établir une comparaison avec les phénomènes de type paranormal, notamment ce qu'on observe avec la télépathie. Bien. Voilà. Et lorsque la physique quantique nous a révélé ce niveau d'univers, eh bien, il y a des analogies qui ont été possibles. C'est ce qui rend, évidemment, possible ces rapprochements qui sont encore un peu incertains, mais qui sont sans doute
l'ouverture de quelque chose. Voyez. Alors, ça me fait penser à certains expérienceurs de NDE que nous avons reçus à ce micro, notamment Nicole Dron, on la cite souvent, hein, parce que c'est quand même quelque part un cas d'école. Elle me disait, sortie de son corps, elle communiquait instantanément avec les personnes qui étaient dans son entourage de l'autre côté, et les personnes qui étaient là sur Terre, notamment son mari et son beau-père qui faisait les 100 pas dans la salle d'attente de l'hôpital. Elle communiquait. Qui a eu fait une NDE à la suite d'un accident, j'imagine, d'après ce que vous me dites. Oui, enfin, elle était rentrée pour je sais plus, enfin, un genre de curetage, quelque chose comme ça. Et l'opération a mal tourné. Exactement. D'accord. Oui, bah ça fait partie. Bon, ça c'est un registre de. Enfin, elle a failli mal tourner puisqu'elle est toujours là. Oui. Enfin, elle a eu un arrêt cardiaque qui a duré soi-disant 45 secondes. Moi aussi, je me suis intéressé à ça. Je me rappelle le cas d'un homme que j'avais entendu pendant une conférence à laquelle je participais à Dijon, qui travaillait, je crois, c'est un électricien. Il a été foudroyé par de la haute tension. Oui. Donc il s'en est sorti par miracle. Et ça a provoqué chez lui une expérience de ce genre. Alors effectivement, dans certains cas, de ces cas-là, eh bien, la personne, elle a une vision surplombante, elle voit à travers les murs, elle entend ce que disent les autres. Mais ça, ces phénomènes-là, si vous voulez, vous les trouvez chez des voyants confirmés, les grands voyants, sans qu'ils aient été aucunement foudroyés ou sans qu'ils soient en train de mourir, etc. Ah oui, tout à fait, oui. Ils savent se mettre dans l'état de conscience qui produit cet état, tout simplement. Oui, mais justement, on en revient à cette information, puisqu'il il y a échange d'informations. Voilà. Alors, si vous voulez, l'idée qu'on peut retenir de tout ça, sans se lancer dans des spéculations hasardeuses sur la physique quantique, c'est que notre état de conscience normal, diurne, vous voyez, fait écran. Et que cet écran a un autre mode de communication que de ce fait, nous ne soupçonnons même pas. Et alors, soit par accident, c'est-à-dire chez des gens qui ont justement été proches de la mort, ou chez des gens qui ont été frappés par la foudre. Vous savez, ce sont les fameux cas de l'élection chamanique aussi. Oui, absolument. Soit chez des gens, des médiums ou des voyants confirmés qui possèdent les techniques pour se mettre dans cet état particulier. Alors à ce moment-là, cet écran peut être sinon complètement aboli, parce qu'on reste des humains, même quand on est voyant, mais il peut être modifié, manipulé, et il laisse filtrer quelque chose. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous parlons de télépathie en compagnie de Bertrand Méheux. Grâce au livre de Guy Pléfer, il a publié un livre, Les Jumeaux et le mystère de la télépathie aux éditions Interéditions INRES. À la page 126 et 127 de cet ouvrage, on parle de conscience et de pensée voyageuse. Qu'est-ce qu'on entend par conscience et pensée voyageuse ? Honnêtement, je me rappelle pas du contexte de la page. Qu'est-ce qu'il dit exactement, Pléfer, à cet endroit ? Visiblement, il parlait d'échange, justement, on en revient à cette information de transmission, finalement, qui voyageait un petit peu à droite et à gauche. Parce que ça pourrait aussi, si vous voulez, au 19e, on parlait de voyage magnétique. Aujourd'hui, on appelle ça en anglais, bien entendu, le remote viewing, la vision à distance. C'est-à-dire la capacité de l'esprit de se porter à distance sur une cible. Est-ce que c'est de ça que veut parler Pléfer à cette page? Je pense que c'est ça. Ou est-ce que est-ce qu'il évoque le voyage de l'information à travers l'espace? J'ai l'impression que c'est le voyage de l'information, oui. C'est une analogie parce que l'information ne va pas d'un point à un autre, si vous voulez. C'est certainement, étant donné que, apparemment, d'après ce que disent les parapsychologues, c'est hors espace et hors temps. C'est-à-dire que oui, c'est ça. Bon, on n'a pas encore des écarts suffisants. On a fait des expériences dans des conditions très spéciales. Depuis la Lune aussi, il y a eu, paraît-il, des expériences
l'écart n'est pas suffisant pour savoir si ça suit ou non, ou si ça brise la limite de la vitesse de la lumière. Mais par exemple, supposons qu'on arrive à faire des expériences télépathiques avec quelqu'un qui est sur Mars, vous voyez. Là, on a l'écart suffisant, on pourrait savoir. À la page 13 aussi, on parle d'identité commune. Qu'est-ce qu'on entend par identité commune? Si vous voulez, pour donner une analogie de ce phénomène, il faut partir de... En fait, ce qui a été le point de départ de la recherche psychique, c'est-à-dire les phénomènes du mesmérisme. Vous avez un magnétiseur qui met en état de transe, de somnambulisme exactement, un sujet, vous voyez, par ses passes magnétiques. Au début, le mesmérisme, c'était ça. Hein. On magnétisait les gens pour soigner leurs maladies, les maladies dont ils souffraient, et certaines personnes magnétisées tombaient dans un espace d'état de léthargie, et cet état débouchait sur une transe profonde, vous voyez, dans laquelle la personnalité du sujet était complètement modifiée. Et alors, dans cet état-là, c'est comme si les barrières qu'il y a entre le magnétiseur et le magnétisé s'estompaient. Alors, bien sûr, elles ne disparaissent jamais totalement, mais jusqu'à un certain point, ce qui se passe dans la conscience de l'un retentit dans la conscience de l'autre. Surtout dans le sens magnétiseur-magnétisé. C'est-à-dire, si par exemple le magnétiseur se pique ou se brûle, eh bien le magnétisé, le somnambule, va ressentir la brûlure. Vous voyez, c'est une expérience qui a été faite par Pierre Janet. Il avait magnétisé une de ses patientes qui était réputée une très bonne grande somnambule. Et il a eu soudain l'idée de faire l'expérience suivante. Il est passé dans une pièce voisine de la maison où ça se passait, et il était en train de fumer un cigare. Et il s'est brûlé le bras avec un cigare. Et à ce moment-là, la femme s'est mise à crier dans la pièce voisine, et on a vu apparaître une cloque sur son bras. Ah oui. Alors les magnétiseurs appelaient ça les sympathies des douleurs. Ce qui se passe chez le magnétiseur retentit chez le magnétisé, et non pas l'inverse, parce que le magnétiseur, lui, reste dans l'état de conscience normal, vous comprenez? D'accord, ouais. Donc, l'idée d'un lien, on appelait ça le lien magnétique, un lien qui subsiste à distance, justement, vous voyez. Une fois qu'une personne avait été magnétisée, il subsiste avec son magnétiseur un lien spécial, qu'on dirait aujourd'hui télépathique. Alors, ce que j'ai compris, moi, de ce que raconte Playfair à partir des jumeaux, c'est que le lien magnétique, si vous voulez, c'est la reproduction artificielle, c'est ce que je dis dans ma préface. Hein. Le lien magnétique serait la reproduction artificielle de ce que la nature produit spontanément chez les jumeaux. Voilà disons la conclusion que je tire nous explique Playfair à propos de cette expérience chez les jumeaux. Alors bien que les jumeaux soient très proches les uns des autres, sur deux jumeaux ou deux jumelles, on constate souvent des personnalités très très différentes, bien distinctes l'une de l'autre. C'est-à-dire, c'est la personnalité individuelle, la différence individuelle existe dans la fusion. Voilà, c'est ça, ouais. C'est très étonnant, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur la télépathie qu'on aurait oublié et qui soit quand même assez important? Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que de tous les phénomènes paranormaux, c'est celui qui est le mieux objectivé. On peut même dire que de tous les phénomènes paranormaux, c'est celui dont on peut dire de toute façon claire que son existence est prouvée. Et que son modus operandi est connu. Bien. Si vous discutez avec un psychanalyste, il finira par vous dire, en prenant, mais vous savez, la télépathie, c'est un peu un secret de polichinelle, on sait bien, nous autres psychanalystes, que pendant l'expérience du divan, il se produit entre l'analysant et l'analysé des phénomènes de ce genre. C'est-à-dire, ça ressemble au lien magnétique entre le somnambule et le magnétiseur, vous comprenez? Oui, bien sûr. C'est une expérience de proximité très particulière, d'interaction entre des consciences, qui aboutit à un moment à abolir la barrière la barrière entre les sujets. Bon. Donc, ils admettent l'existence de la télépathie. Mais finalement, d'une manière fort surprenante, on considère ça comme une espèce de curiosité. Freud, par exemple, qui est l'autorité à laquelle, bien sûr, les psychanalystes renvoient, admettait l'existence de la télépathie, parce qu'il l'avait rencontrée dans sa pratique. Mais
Mais ce n'est pas qu'une curiosité, c'est un phénomène bouleversant qui remet en cause la vision du monde. Ah, tout à fait. D'ailleurs, les phénomènes paranormaux, hein, les NDE, etc., ne sont pas des curiosités. Ben non, c'est ce contre quoi je me bats. Mais c'est comme prêcher dans le désert. Eh ben nous aussi, hein, on se bat pour ça. Bon, ce ne sont pas des curiosités, ce sont les amorces d'une nouvelle vision du monde, ça devrait être évident. Or, tout à fait. Tant qu'on tient que ça n'est pas prouvé, on peut toujours dire oui, mais non. Pour la télépathie, il n'y a plus de doute. Oui. Non, même les NDE, on fait souvent des émissions avec des expérienceurs, avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, etc. Bon, maintenant, aujourd'hui, on sait très bien que les NDE existent. Oui, on peut passer, disons, les prudences... les prudences de rigueur. Tout à fait. Bon, tenons-en au plus certain, la télépathie, dans quelles soient les conditions, parce qu'en plus, il y a, si vous voulez, autour de la télépathie, il y a une immense masse de phénomènes spontanés qui se passent très souvent au moment de la mort ou d'un proche, ou d'un accident, un drame qui affecte un proche. Exemple type étant ce que je vous ai raconté tout à l'heure, la jeune femme dont le père a été assassiné. Bon, il y a une énorme masse. Les Anglais ont fait des études là-dessus dès 1900. Si on les refaisait aujourd'hui avec les moyens modernes, on obtiendrait des résultats écrasants. À chaque fois que j'ai parlé de ça dans une émission à la radio, le standard a immédiatement été submergé de messages de gens qui racontaient avoir vécu tel et tel phénomène. Mais bien sûr, tout à fait. Alors, je parle pas en plus de ce qu'on a obtenu dans des cadres contrôlés, expérimentaux. Ouais, bien sûr. Donc, eh bien, il n'y a aucun effort pour expliquer. Si vous voulez, la défense, après avoir dire que ça n'existait pas. Première défense, ça n'existait pas. La deuxième défense, c'est dire, ouais, bien sûr, tout le monde sait que ça existe, mais c'est une curiosité. Voilà. On n'en tire pas la leçon. Non, c'est grave. Bien quand entendu, même, ça modifie complètement la compréhension des relations interpersonnelles. Bien entendu. C'est à la fois une énigme psychologique et cosmologique. Ouais. Que il faut bien que l'univers soit tel que la télépathie soit possible. C'est QFD. Mais finalement, pour certains, parce que bon, il y a des gens qui... C'est rigolo, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui savent et d'autres gens qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas savoir. Toute l'information est disponible. Tout à fait. Mais c'est pareil en politique. Ah oui, c'est clair. Je viens d'entendre, j'en suis à peine remis, l'émission de Mermet là, sur les traitements infligés aux malheureux Africains entassés dans les camps en Libye, ceux qui se sont fait prendre pour essayer de venir en Europe. Et tout le monde maintenant, c'est ça. On peut entendre ça à l'émission de Mermet à 3h de l'après-midi pendant l'heure de grande écoute. En fait, ça ne change pas notre vision des choses. Ah non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs justement à propos de ces phénomènes paranormaux, parce que beaucoup de gens vivent ces phénomènes, de la télépathie aussi, qui se posent des questions, parce que sur les médias, les auditeurs nous disent sur les grands médias, oh bah oui, mais on traîne tout ça en dérision, on rigole, c'est du spectacle. Est-ce que vous avez un message à leur apporter? C'est très simple. Si les gens qui nous écoutent ont une expérience de ce genre, racontent une expérience personnelle, j'entends, pas une expérience qu'ils ont entendu dire, bien entendu, quelque chose qui leur est arrivé, bien circonstancié, eh bien qu'ils, par votre canal, qu'ils s'adressent à l'Institut métapsychique. Donc c'est une société savante qui existe depuis en France la fin de la guerre de 14 et qui étudie ces phénomènes. D'accord. Et nous le faisons dans la discrétion, bien entendu. Nous ne tenons pas ces phénomènes en dérision, mais au contraire, pour nous, c'est un matériel extrêmement précieux. Qu'on traite avec le plus grand respect. Exactement. Et on est preneur. Tout à fait. Est-ce que vous donnez des conférences? Quand on me le demande. Pas assez souvent d'ailleurs, mais si on me le demande, je le fais volontiers. Alors sur quel thème? Sur la télépathie ou sur autre sujet? Plusieurs sujets possibles. Surtout le paranormal sous tous les angles, son histoire, son rejet, ses implications. Enfin, mon champ est assez vaste, vous voyez. Et puis mon autre domaine, un sujet qui m'intéresse depuis quelques années, c'est la réflexion écologique aussi. Ah oui, surtout à notre époque. Oui. C'est nécessaire. C'est plus que nécessaire même. Voilà, et donc moi je fais un lien entre les deux parce que le rejet de l'écologie, c'est ce qu'implique la catastrophe vers laquelle nous glissons, il faut le dire. Tout à fait. Ça s'apparente au rejet de la parapsychologie, c'est-à-dire les vérités dérangeantes qu'on ne veut pas connaître. Oui, tout à fait. La véritable écologie, pas l'écologie de pacotille, Oui, bien sûr, il faut aller jusqu'au fond voilà. du problème.
Ouais. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Bien sûr, vous tapez MEE. Par exemple, pour mes travaux sur la parapsychologie, vous faites MEE parapsychologie. Hein. Ouais. Vous allez trouver tous mes livres, etc. Et pour l'écologie, vous faites MEE, vous tapez le titre de le bouquin qui a eu d'ailleurs un certain succès, la politique de l'oxymore, où je montre les mécanismes de déni de la catastrophe écologique dans notre société. Ça, c'est un sujet que l'on pourrait traiter. Ah bah ça serait avec plaisir, c'est un autre sujet, mais je suis plus connu maintenant pour ça d'ailleurs, parce que le livre a eu du succès, que pour mes travaux parapsychologiques que je fais dans la discrétion depuis 30 ans. Quoi. D'accord. Bertrand MEE, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonsoir. Fréquence Évasion.